Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la palette de Narmer dans son contexte politico-historique à travers le dessin. Les fiches bleues servent à comprendre le cours. Nous verrons les différentes notions au niveau de la sémiologie afin de mieux saisir le sens de l'image. Nous étudierons la terminologie des termes suivants. La connotation, la dénotation, le symbole et la rhétorique, car ils sont nécessaires à la constitution d'un récit visuel. De ce que l'on est à proprement parler de l'histoire de l'art, nous verrons la description, l'analyse et l'interprétation de la palette. Nous verrons la différence entre un pictogramme et un idéogramme à travers les hiéroglyphes. Nous comprendrons la notion d'emblème, qui est un symbole politique et un symbole militaire. Alors, palette, c'est un objet en pierre de schiste qui mesure 63 cm de hauteur et 3 cm d'épaisseur. Mise à plat, on met de la pierre noire dessus et on l'écrase. Écraser, cela fait de la pommade. Cette pommade s'appelle du kroll, que l'on applique sur la paupière. C'est pour les hommes et pour les femmes, ce n'est pas du maquillage pour se faire beau, mais c'est pour créer une lourdeur sur la paupière, afin que le soleil ne rentre pas dans l'iris. C'est une œuvre symbolique et emblématique. Un emblème, c'est un symbole politique, militaire et religieux. Plus qu'un objet, la palette de Narmer est un emblème, car il est le témoignage d'un événement historique important. Durant la période prédynastique, Narmer est nommé roi de son village tribal. Ce peuple est semi-nomade, en adoptant la chasse et la pêche. Il devient le premier roi de la Basse-Égypte, qui est sa contrée, et de la Haute-Égypte, qu'il va conquérir contre le roi Scorpion. Le roi Narmer sous la protection de dieu Horus et le roi Scorpion sous la protection de Seth. La guerre s'est faite entre la Basse-Égypte, qui se trouve au nord, et la Haute-Égypte, qui se trouve au sud. Le roi Narmer et le roi Scorpion se sont rencontrés et bataillés à Héracopolis. La palette Narmer s'inscrit dans la période prédynastique, car Narmer se considère comme le premier pharaon de la dynastie 0. La période prédynastique est marquée par la palette de Narmer sur laquelle se trouve le premier système d'écriture, les hiéroglyphes. Pour comprendre le récit narratif des dessins gravés sur l'objet, il faut le comprendre dans sa tridimensionnalité, c'est-à-dire en tournant l'objet sur lui-même et en regardant les dessins bidimensionnels que nous en saisissons son sens. Commençons par le cartouche, un dessin en encadrement, tel une pièce officielle. Ensuite, nous avons le pendant de la bataille. Puis, nous avons l'après. Enfin, en dessin implicite, nous avons en bas 2 prisonniers agenouillés. Sur l'autre face, un taureau envahissant le village et terrassant son ennemi. Tout est dit de la victoire. Accordons-nous sur chaque élément. Par le cartouche, ce qui correspond à une en-tête de page si nous considérons ceci comme une page, il donne son impact sacré par la convocation de la tête de vache de la déesse Hathor. Et il donne son impact politique par le sérèque. La partie la plus grande est la partie la plus importante au niveau des faits. Le personnage principal, le roi Narmer, est prêt à porter le coup fatal sur le roi Scorpion, le moment fatidique de la bataille, dont nous connaissons l'issue d'un tel acte, marquant la fin. Car le dieu Horus retire le cerveau par la narine du roi déchu et défunt Scorpion, ce qui correspond au rituel de la momification. En vue panoramique, nous avons la procession politique à Héracopolis, le moment d'intronisation du roi Narmer à devenir pharaon, symbolisé juste en dessous par l'emblème de nidification des 2 terres. Sur la face, où est représenté le récit de guerre, nous avons 2 prisonniers cloîtrés par les limites de la paroi de la palette. Et sur l'autre face, nous avons un discours politique où un taureau embusque le village ennemi et piétine un guerrier. La répartition par registre permet de séparer les différentes actions en établissant un lien cognitif, logique. Nous sommes face à un récit narratif visuel, ce qui est similaire à l'art de la bande dessinée.
En effet, pour être plus précise, nous pouvons nous risquer de dire que la bande dessinée est héritière de la palette. Effectivement, elle nous oblige à avoir une lecture sémiologique des différents ordres. Mais d'abord, posons-nous la question, qu'est-ce qu'une analyse ? Quand nous regardons une image, notre œil est attiré par ce qui est attrayant, ou par un détail, ou une narration, ou autre. En fait, cela est mis en perspective par l'auteur du dessin. Cela appartient à la logique de la composition. Mais avant d'analyser, il faut tout simplement regarder une image et se laisser conduire par le dessin. Car c'est le dessin qui conduit l'œil, et lire une image, c'est déjà l'analyser. Le regard établit une hiérarchie de plans, une hiérarchie de détails, ou autre. Même si une image se voit d'emblée, elle se fait découvrir au fur et à mesure. Mais quel est son point d'entrée ? L'auteur du dessin de la palette de Narmer avait le souci de la composition, car on peut remarquer que la moitié gauche-droite du support correspond à l'axe longitudinal du sujet. Qu'est-ce que le Sérec ? Le Sérec est sous la protection d'Hathor. Narmer, inscrit sur la palette, est sanctifié par un palais royal. C'est à l'époque de Narmer, et avec Narmer, que naît l'écriture des hiéroglyphes. Pictogramme ou idéogramme ? Le pictogramme fonctionne ici de manière syllabique. Nar est un poisson-chat silure. La massue du sculpteur s'est dit mer. Nar, mer, poisson-chat qui frappe. L'idéogramme ici est le fait de conférer les attributs des éléments avec la personne. Ce mot prend son sens lorsqu'on sait qu'il existait une variété de poissons-chats qui infligeaient une douleur cuissante en provoquant une forte décharge électrique, celui qui le touchait. Les hiéroglyphes est un système d'écriture qui est à la fois un pictogramme dont vient le mot picture, et picture signifie image, et donc on accorde plus d'importance à l'image, et idéogramme pour un idéogramme où on accorde plus d'importance à l'idée. Donc un pictogramme accorde plus d'importance à la dénotation, c'est-à-dire à comment est fait quelque chose, de quelle manière est faite cette chose, comment les éléments sont agencés entre eux. Et idéogramme accorde plus d'importance à l'idée. Quelle en est l'idée? Quelle est la connotation? Si nous lisons ce fragment de gauche à droite, nous reconnaissons le porte-sandales du roi par les accessoires qu'il porte à la main. Juste devant lui, le roi Narmer porte une couronne rouge. Juste à côté de lui, un hiéroglyphe le désigne. Le scribe tient ses encriers. À lui seul, il représente la bureaucratie. Le pouvoir religieux est représenté par 4 prêtres, portant des étendards. Le placenta est le symbole de la naissance de nouvelles gouvernances sur tout le territoire des 2 terres. Le chien est le protecteur des villages des vivants. C'est à opposer à Anubis, le gardien des cimetières, considéré comme le village des morts. Et enfin, nous avons des corps décapités, dont les têtes sont placées entre les jambes pour signifier qu'ils sont morts, mais que leur Ka et que leur Han sont morts, c'est-à-dire que leurs âmes aussi sont mortes. Pour donner sens à un signe, il faut des indices. Mais ces indices, il faut l'établir dans un contexte auquel il appartient, que cela soit son contexte artistique, culturel ou le contexte politique. Pour ne pas avoir d'erreur sur la lecture du sens du signe ou sur le sens que l'on apporte à ce signe. Un signe est composé d'un signifié et d'un signifiant. Le signifié en est la connotation qui se rapporte à l'idée. Et le signifiant en est la dénotation. Il incarne sa matérialité. Autrement dit, un signe qui représente quelque chose, eh bien l'idée qu'elle représente en est la connotation. Et la manière dont elle est dessinée en est la dénotation. Elle nourrit davantage l'idée dont elle émane. Elle donne sens par rapport à un contexte.
Ici, notre contexte est l'Égypte ancienne, et nous sommes sur les premières caractéristiques picturales qui nous est donnée par le trait, par la hauteur des personnages, et qui nous est donnée par la torsion du corps. Ainsi, nous pouvons donner les caractéristiques stylistiques qui feront les principes du dessin égyptien. Pour pouvoir convenir sur notre rapport signifié-signifiant, c'est-à-dire est-ce que nous avons raison de déduire ceci de cela? Pour la mise en pratique sémiologique de l'image, nous allons étudier le porteur de sandales. D'abord, nous repérons des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes nous reportent sur le nom de la personne. C'est le cas de Narmer, et c'est reporté sur la fonction de celui-ci. C'est le cas du scribe. Donc, celui-ci a une fonction. Maintenant, regardons la hiérarchie des auteurs. La hiérarchie des auteurs marque la notoriété sociale. Nous voyons que Narmer domine le pouvoir bureaucratique et les prêtres. Le porteur de sandales a la même hauteur que le scribe. Nous connaissons l'étude du scribe. Le scribe est le plus haut au rang social par rapport au prêtre. Donc, le porteur de sandales n'est pas un simple porteur de sandales. Vérifions par un autre indice. Nous savons par les dessins égyptiens, appartenant au même contexte culturel, que ceux qui avaient un pas en avant avaient un pouvoir d'agir sur la réalité. Ils avaient le pouvoir décisionnaire. Donc, nous voyons que notre porteur de sandales a bien un pas en avant, autant que le scribe, le prêtre et autant que Narmer. Donc, celui-ci n'est pas un simple porteur. Qui est-il? Eh bien, ces trois indices nous indiquent qu'il est le grand officier de la couronne, qu'il a pour rôle et fonction de protéger et de veiller sur la personne de Narmer, c'est le palatin. Deux léopards au cou allongé sont des cépopards, deux animaux issus de la mythologie, au nom de Séma et Tahui. Cet imaginaire mythologique apparaît en l'an 3100 avant Jésus-Christ. Ces deux animaux fantastiques sont liés à l'idée de nidification des deux terres, par la dénotation de l'entrelacement de leurs cous. D'ailleurs, l'entrelacement est repris dans l'iconographie, qui, dans le monde des dieux, Horus et Seth, sont placés entre des plantes serpentines. Horus, dieu de la Basse-Égypte, protecteur de l'aristocratie et de la culture. Soit le papyrus. Le papyrus est la symbolique de la Basse-Égypte, car c'est ce qu'on y cultive. Il symbolise aussi la culture et le savoir, car c'est sur le papyrus que l'on transcrit le secret des dieux, la parole du pharaon et toutes sortes de savoirs. Tandis que Seth tient dans sa main une fleur de lotus. Cette fleur se fane le soir pour s'éclore au petit matin. Cette fleur est reliée à Seth, car c'est lui qui aide Ré à voyager la nuit, en traversant le monde des ténèbres. Cette fleur symbolise la réincarnation des morts, dans le monde des morts, pareil au caractère courageux de Seth face au monde des ténèbres. La fleur de lotus en est l'incarnation. Sur deux plantes, lotus et papyrus tenus par deux dieux, Horus et Seth, que tout oppose, montrés par différents combats, sous la symbolique de l'unification des contraires. Le bien, le mal, le nord, le sud, entre la culture et la vaillance, la réflexion et la témérité, etc. Le dessin de la posture du corps de Narmer, c'est-à-dire les bras écartés, une main tirant la tignasse de son ennemi, ici le roi Scorpion, de l'autre brandissant une massue, menaçant de foudroyer le visage de son adversaire, sera une attitude qui sera reprise maintes fois par les pharaons lui succédant. Cette attitude sera archétypale. Cela signifie que cette première représentation deviendra un modèle de représentation de la victoire sur son ennemi. Pour montrer sa victoire grande et totale, Narmer est dans une attitude de vainqueur et Scorpion est agenouillé, ce qui est considéré comme une humiliation. Et pour combler cette humiliation, Narmer porte fièrement la couronne de sa nouvelle conquête. La palette lui voue un véritable culte. Sur la face de la palette, où se tient le discours politique,
Narmer porte la couronne rouge, celle de la basse Égypte. Et sur la face se tient le discours de guerre, Narmer porte la couronne blanche, celle de la haute Égypte. Dorénavant, le pharaon des deux terres, Narmer, portera les deux couronnes l'une sur l'autre. La palette marque la naissance d'une contrée. Le territoire de l'Égypte ancienne est devenu si vaste qu'il faut le découper en 42 nomes et donner à gérer à des gouverneurs. De là, un nouveau régime politique se met en place, et le roi Narmer devient le premier pharaon. La palette ouvre sur une nouvelle civilisation à travers la dynastie marquée par le dessin qui ferait la caractéristique du style égyptien.